Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire par Ex-Lanco. Aujourd'hui, on va parler bâti ancien, toujours, et on va s'intéresser à l'humidité, identifier, comprendre et régler évidemment les pathologies liées à l'humidité. Pour en parler avec moi, Sonia Yancy, bonjour. Bonjour Stéphane. Sonia, vous êtes chef de marché façade bâti ancien par Ex-Lanco. Oui. Et en face de vous, Cyril Moiroux, bonjour. Bonjour Stéphane. Cyril, vous êtes ingénieur produit façade par Ex-Lanco. Oui, tout à fait. Et tout de suite, Sonia, je vais vous demander de nous présenter par Ex-Lanco qu'on ne présente plus normalement. Alors, par Ex-Lanco, c'est une marque française qui existe depuis un peu plus de 40 ans aujourd'hui et qui propose une large gamme de produits et de solutions pour le bâtiment et pour le génie civil, en neuf comme en rénovation. Donc juste par Ex-Lanco, en quelques chiffres, c'est 660 collaborateurs aujourd'hui, c'est 6 sites de production en France, 3 plateformes logistiques, un centre R&D de formation qui est basé à Lyon et un siège qui est en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Voilà, et une grosse activité sur le bâti ancien, mais pas que. Tout à fait. On va commencer donc tout de suite sur les sources d'humidité. On va rentrer dans le vif du sujet. Et on va aller voir avec vous, Cyril, quelles sont les sources d'humidité. D'où proviennent-elles d'abord? Alors c'est le plus compliqué. Voilà, arriver à localiser d'où viennent les pathologies que l'on ressent dans la maison, c'est compliqué, puisqu'on va les voir visuellement, on va voir les bas de murs un peu humides, des angles rentrants, des plafonds avec des taches, une odeur désagréable, de moisi, un ressenti un peu de froid. Mais la localiser, localiser la pathologie, ça reste simple. plus dur. Oui. Alors on va faire un petit tour d'horizon en fait. On va prendre la maison et puis on va descendre, on va partir du toit, la toiture. Alors la toiture, ça peut être tout simplement une tuile cassée. Il faut savoir que l'eau fait des dégâts très rapidement. Une simple tuile cassée, ça peut déjà être la base. Souvent, il faut vérifier la zinguerie. La zinguerie en jonction de murs, les jonctions de toit, les goulottes ou l'absence de goulottes. Donc la zinguerie, l'état de la zinguerie ou détérioré, là ça peut déjà être une autre source. Et aussi la porosité des tuiles. L'astuce, c'est de monter dans son toit, on regarde si les tuiles ont des taches blanches dessous. Si elles ont des taches blanches, elles ne font plus leur travail. Voilà. Quand évidemment on a une charpente quand on peut, qui n'a voir pas les été tuiles. aménagée. Les façades, cette fois-ci. Alors les façades, ça peut être une fissure traversante. Ça, sur le bâti ancien, vu qu'on a des bâtiments sans fondation, eh bien, on peut se retrouver avec une fissure où l'eau de pluie passe à travers. Ou alors, par exemple, grand monde qui le sait, c'est que toutes les pierres ne se rejoignent pas. Et maintenant, la mode, c'est de rejointer toutes les pierres. Et certaines maisons n'ont pas des pierres adaptées au rejointoiement. On peut le voir aux encadrements de pierres, généralement, où il y a la place pour un enduit de protection. Et là, l'eau passe à travers les murs. Voilà, là, donc attention. Oui. Attention de ne pas faire n'importe quoi contre les rejointoyers. Troisième chose, la condensation. Alors la condensation, ça concerne tout le bâti. Alors la condensation, c'est vraiment un problème un peu principal. C'est-à-dire que normalement, il faut une ventilation dans le bâti ancien, donc des petites ouvertures qui se trouvent sur les hauts des huisseries. Et c'est calculé avec le volume de surface pour qu'il y ait une circulation d'air, une VMC, une ventilation mécanique contrôlée. Ça, c'est vraiment essentiel dans les 3 points d'eau, cuisine, salle de bain, sachant que l'habitant lui-même provoque aussi de la condensation. Et du coup, il se trouve que... Ah, j'ai un trou, pardon. Non, mais allez-y. Donc, la condensation, ça peut provoquer des soucis liés à l'activité, si on a étanché les fenêtres, les portes. Voilà, le problème, c'est ça. Il y a vraiment un souci à faire très attention, en fait, dans le bâti ancien à ça, et ça peut être source d'humidité importante. Voilà, ce que je voulais dire, c'était le point de rosée. On se retrouve avec une maison qui est chaude, avec un extérieur froid, sur un simple vitrage, sur des murs non isolés. L'humidité se dépose, point de rosée. Voilà, point de rosée, humidité, et risque de moisissure, et ainsi de suite. Les drains, important les drains. Alors les drains, ça peut être un risque aussi. C'est un sujet important, parce que tout le monde pense tout de suite à mettre un drain périphérique sur une maison, mais sur des maisons qui n'ont pas de fondation, donc pas de rupture de capillarité, il faut absolument mettre une membrane, quelque chose qui va protéger la maison une fois qu'on a creusé, avant de faire le drain. Si on fait un drain directement contre la base de la maison, il ne sert à rien, au pire, il va même ramener plus d'eau. Voilà, donc attention au drain, bien le faire, et surtout attention au drain dans le bâti ancien, et c'est notre sujet. Ensuite, les regards. La collecte des eaux pluviales. On était sur la toiture, là on est sur la collecte des eaux pluviales. C'est quoi le risque? Alors le risque, c'est qu'ils vieillissent, et des fois ils sont détériorés. Ça peut être par des travaux, ça peut être par le temps. Donc ça va être ou le regard ou les tuyaux PVC qui collectent. Et lorsque c'est cassé, et ça c'est quelque chose qui revient souvent, et bien en fait, dès qu'il pleut, l'eau va s'infiltrer dans les murs au lieu de partir en évacuation.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier, c'est dans les premières choses à vérifier. Première chose à vérifier, le regard au pied Tout à fait. des gouttières. Plomberie. Ça aussi, on n'y pense pas toujours, mais ça peut poser problème. Les fuites d'eau, l'arrivée d'eau et... La plomberie, c'est un sujet intéressant, puisque la plomberie, souvent, c'est des fuites fantômes, on appelle ça. On ne sait pas où elle fuite. Elle peut être dans une dalle, elle peut être dans l'isolation, derrière une plaque de plâtre. Donc pour ça, il y a une petite astuce qui est simple à faire. C'est-à-dire qu'on ferme les nourrices, toutes les vannes dans la maison, en laissant la pression dans la maison après le compteur. Et on va regarder, il faut rester un petit moment, si le dernier chiffre bouge. Si le compteur a tendance à continuer à tourner, c'est que vous avez une micro-fuite quelque part. Et souvent, ça va être dans la pièce où vous sentez justement cette odeur, cette humidité. Et là, c'est seulement un plombier, un spécialiste, qui pourra détecter quel tuyau il soupçonne et il va vous le changer tout simplement. En fait, il va faire une nouvelle ligne avec un nouveau tuyau pour couper justement cette fuite. Voilà, et ça, ce sont les choses qui arrivent souvent dans le bâti ancien, parce que bon, les installations sont anciennes. Avec l'âge des maisons, oui, c'est un classique. Voilà. On a fait un petit tour d'horizon, on n'a pas été C'est forcément déjà exhaustif, hein, mais c'est déjà pas mal. Et Sonia, je me tourne vers vous, et je voudrais savoir pourquoi il ne faut pas laisser traîner ces problèmes, en fait. Alors oui, il y a deux notions qui sont extrêmement importantes en bâti ancien, c'est la perspirance et la capillarité. C'est ce qui permet à l'eau en fait de transiter dans le bâti ancien et surtout de s'évacuer. Donc la présence d'eau, la circulation d'eau dans le bâti ancien, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, hein, puisque le bâti ancien est construit avec des matériaux qui sont justement perspirants et qui permettent à l'eau de s'évacuer. Quand on vient pour X raisons perturber ce fonctionnement naturel du bâti ancien, c'est là où on vient créer en fait de la pathologie et des problématiques d'humidité. Donc effectivement, il y a des conséquences qui peuvent être assez lourdes quand on est en présence d'humidité excessive sur la santé des occupants du bâti et sur le bâti. La santé, elle est double là, c'est les occupants et le bâti. Commençons par la santé des occupants. Alors oui, sur la santé, en fait, quand vous êtes sur un environnement humide, va favoriser l'apparition d'organismes vivants, comme les acariens ou la moisissure. Et on le voit hein, quand on est dans une pièce ou une maison qui présente cette pathologie-là, on voit sur les murs des traces noires. Et ces traces noires, en fait, c'est de la moisissure. Puisque la moisissure, elle libère en fait des particules qui vont venir polluer l'air intérieur. Et c'est là que ça devient nocif pour les occupants du bâti. Et en fait, ce sont des espèces de petits champignons qui, pour se reproduire, vont émettre des spores, qui est une sorte de pollen, qui va se répandre dans l'air. Donc il y a plusieurs études scientifiques, notamment celles du Centre international de la recherche sur le cancer, qui ont démontré que certains cancers étaient directement liés aux fongicides. Et on le sait, il y a une toxine qui est bien connue, qui est libérée du coup par la moisissure, qui est produite par la moisissure, qui s'appelle l'aflatoxine, qui est directement liée à des cas de cancer du foie et des poumons, notamment. Après, il y a d'autres troubles qui peuvent apparaître, comme la toux, l'asthme, développement d'allergies également. C'est des choses qui sont connues aujourd'hui, alors on ne va pas faire peur à tout le monde, mais attention aux moisissures. Hein. Tout à fait, oui. Sur le bâti cette fois-ci, parce que la santé du bâti, elle est aussi impactée. Oui, tout à fait. On le voit, là on a apporté une petite photo. Vous avez tout simplement de la dégradation du bâti, du support, décollement de l'enduit, effritement de l'enduit. Vous avez aussi l'oxydation des métaux, gonflement du bois, détérioration aussi de l'ITE s'il y a une isolation qui est en place. Voilà, il y a toute une liste assez longue de conséquences du coup dues à cette pathologie. Voilà, sachant qu'il faut faire attention avec l'ITE sur le bâti ancien, on en avait déjà parlé. Tout à fait. Je voudrais revenir sur la photo. Cette photo, c'était un enduit récent? Alors ça, c'est un enduit qui date d'il y a quelques années, effectivement, et là, il y avait clairement des problématiques de remontée d'humidité ascensionnelle, de remontée capillaire, et on le voit là, clairement, il y a eu carrément un décollement de l'enduit. D'accord. Il faut combien de temps ça pour avoir ce type de pathologie après un enduit? C'est quoi? C'est 4, 5 ans? Ça dépend, en fait, ça dépend de l'environnement. Là, je pense que c'est assez... Là, on est sur l'année. Ouais. On est sur l'année parce que en fait, l'artisan a effectivement mis des produits à la chaux, mais il n'a pas du tout traité la remontée humidité. Il a mis une grosse épaisseur et il s'est dit ça va marcher. Ça va marcher. En moins d'un an, c'était à Auxerre, et en moins d'un an, on s'est retrouvé avec tout le mur effrité. Quoi. Un vrai problème. Donc on a vu un problème sur le bâti, sur la santé des occupants, et ça a aussi un impact sur le budget, Cyril. Complètement, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un ressenti de froid, donc on a tendance à monter le chauffage, et la facture, elle s'envole. Voilà. Tout simplement. Tout simplement.
Et comme cette année, il faut rester à c'est pas 19, c'est important. Alors là, 19 avec de l'humidité. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de prévoir un diagnostic, parce qu'on a vu, hein, c'est complexe l'humidité, et là on fait un tour d'horizon vraiment rapide. Donc pour avoir une bonne, pour savoir là où on est, d'où viennent les problèmes d'humidité, il faut un diagnostic. C'est vraiment important, je pense. Sonia. Oui, c'est important parce que, comme l'a dit Cyril, hein, les sources, elles peuvent être multiples, différentes. Donc c'est pour ça, et en fonction en fait de la source, vous n'aurez pas le même traitement et du coup, vous ne ferez pas appel au même spécialiste. Donc c'est important de prendre le temps de faire un diagnostic. Il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Donc il y a un diagnostic à faire sur le bâti, mais également sur l'environnement du bâti, parce que parfois ça va être un changement qui va être conséquent sur l'environnement, qui va du coup impacter et provoquer de la pathologie. Donc il y a des autodiagnostics qu'on peut faire, qui sont pour moi à la portée de tous. C'est déjà un diagnostic visuel sur la façade. On regarde si on voit des taches d'humidité. Et généralement, vous avez une petite zone, en fait, une limite entre la zone où vous avez, qui est concernée en fait par l'humidité ascensionnelle, et la zone qui est sèche. Et en fait, c'est tout simplement la limite entre la zone d'absorption et la zone d'évaporation. Et là, vous avez en fait de l'eau qui vient déposer ces impuretés, dont les sels. Donc c'est pour ça que vous avez une espèce de tache un peu blanchâtre qui correspondent en fait à des efflorescences. Donc si on voit une zone comme ça d'environ 1 mètre de haut sur nos façades qui potentiellement voilà, présente des dégradations et des efflorescences, on peut sans grand risque d'erreur en déduire qu'on est en présence effectivement d'humidité ascensionnelle. Voilà. Après, il y a un autre test qu'on peut faire, mais qui est du coup pour moi un niveau au-dessus, c'est d'écrouter son enduit. On décroute son enduit et on laisse sécher. Alors il faut bien choisir sa période de l'année, on évite de faire ça en plein hiver ou en automne où il pleut régulièrement. On privilégie plutôt de le faire en été. On laisse sécher plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est 1 mois minimum, et on regarde ce qui se passe au niveau de la tâche, si le niveau descend ou si la tâche disparaît. Après, quand on est en intérieur, ce qu'on peut faire, c'est placer un déshumidificateur en intérieur et on regarde au niveau du réservoir, voilà, si on a récupéré de l'eau, effectivement. Et le dernier test aussi, qui est aussi accessible à tous, c'est de mesurer la teneur en humidité au sein d'une pièce avec ce qu'on appelle un hygromètre. Donc un hygromètre, c'est un outil qui est facilement accessible, hein, qu'on peut acheter assez facilement, qui va permettre de mesurer le taux d'humidité au sein d'une pièce. Et l'échelle, en fait, pour avoir une teneur d'humidité optimale, c'est entre 45 et 65%. Donc si vous êtes au-delà de 65%, vous êtes en présence d'humidité forte, excessive. Oui. Faut faire attention, là aussi ça se fait sur la durée. J'imagine que lorsqu'on fait cuire quelque chose à la cuisine, oui. Il y a l'humidité qui arrive, et là ça peut perturber. En dessous de 45, ça veut dire qu'on n'est pas assez humide? Alors en dessous de 45, si vous êtes sur un air trop sec, et là effectivement, il faut essayer un petit peu d'apporter de l'humidité, mettre un petit récipient avec de l'eau dans une pièce, ça peut fonctionner, ouais. Vous voulez ajouter quelque chose, Cyril, sur cette question, sur ce diagnostic? Ces diagnostics, en fait, ils se basent surtout sur le visuel, comme disait Sonia. On va chercher d'où vient l'eau. Est-ce que c'est sur un mur extérieur? Est-ce que c'est au sol? Est-ce que c'est dans un angle? Est-ce qu'on est dans une salle d'eau? C'est assez logique, hein. On cherche déjà d'où elle vient pour pouvoir justement peut-être faire intervenir une entreprise qui soit dans le bon créneau. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a des entreprises spécialisées dans les diagnostics humidité? Alors, diagnostic humidité, vous allez en trouver, mais qui vont mettre en avant certaines solutions, qui sont les leurs, qui sont propres. L'idée, c'est de faire venir un artisan que vous avez réussi à trouver par un réseau, qui fait du bâti ancien. Si ce n'est pas sa branche, il vous conseillera forcément quelqu'un qu'il connaît et qui va trouver justement la solution à votre problème. Vraiment, le bâti ancien, ils sont habitués. Les pathologies sont souvent récurrentes. On va se retrouver dans des cas de figure qui se ressemblent, donc vous trouverez un artisan, mais il faut vraiment se diriger sur quelqu'un de spécialisé. Oui. Voilà, il faut aller voir les gens qui sont spécialisés dans le bâti ancien. Oui, tout à fait, hein, parce que si c'est une fuite au niveau de la toiture, on va plutôt faire appel à un couvreur. Si c'est plutôt focalisé sur une cave, on va plutôt faire appel à un spécialiste de l'étanchéité. Donc effectivement, en fonction de la source du problème, le spécialiste ne sera pas le même. D'où l'importance du diagnostic. D'accord. Alors, je vois, il y a une question internaute que je vais vous poser, mais avant de vous la poser, j'ai oublié de dire tout à l'heure que vous pouvez évidemment poser vos questions et on y répondra dans la mesure
mesure du possible en fonction du temps que nous aurons. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et la première question, c'est les sources d'humidité donc, ont été identifiées. Quels doivent être les premiers réflexes? Alors, le premier réflexe qui vient tout de suite aux gens, c'est qu'est-ce que tu as comme produit pour étancher? Voilà. Ils veulent fermer la pièce, se dire, bon, l'eau, moi, je vais la bloquer. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le premier réflexe, c'est de ne pas étancher. Surtout pas. Le premier réflexe, c'est de ne pas étancher. Il faut trouver une solution pour assécher sa maison ou ses parois ou sa pièce. Voilà, ça, c'est vraiment le premier réflexe. Pour ça, il faut justement l'aide d'une entreprise qui va pouvoir détecter de quels travaux il s'agit. Voilà, attention aux travaux qu'on fait soi-même, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. Et puis bon, il faut voir les choses en face. Ça a certains coûts quand même. Problème d'humidité, ça peut engendrer des travaux importants. Refaire une dalle, par exemple, faire une dalle ventilée à la place d'une dalle standard, chaud-chanvre, billes d'argile sur un drain en serpentin, ça fonctionne très bien, mais c'est un coût. Ça peut être une simple fuite et ça ne coûtera pas très cher, ça peut être quelque chose de plus important. Un drainage périphérique, ça a un coût aussi. Mais par contre, la maison, une fois qu'elle est saine, vous êtes tranquille. Premier réflexe, ne pas étancher. Oui. Il y en a un second? Moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire appel à plusieurs entreprises pour avoir plusieurs devis, pour comparer. Alors, pas uniquement comparer la petite case en haut à droite qui est le montant total, mais également comparer toute la partie protocole, vraiment du traitement. Déjà, c'est un premier filtre. Je pense qu'avec ça, on peut savoir s'ils ont bien identifié Et puis s'ils ont le même discours. S'ils ont le même discours. Est-ce qu'ils ont le même discours? Est-ce que mon problème a bien été identifié? Alors, je me lance. Oui, je vais investir, mais je suis sûr qu'on va avoir une solution à mon problème. C'est ça le problème, c'est que des fois, on a des gens qui nous disent j'ai fait faire des travaux, ça ne marche pas. Mais des fois, ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Elle a été faite, mais ce n'était pas approprié. Voilà, donc faire vraiment très attention. Oui, c'est ça le premier réflexe, en fait. Oui. Faire attention, se renseigner, ne pas étancher, et puis éventuellement se lancer dans des travaux qui vont être importants, comme la réalisation d'un hérisson, ce que vous avez dit tout à l'heure, avec une dalle ventilée. Merci. On va passer à la deuxième partie de notre petit temps d'échange, qui est important parce que là, on va faire un focus maintenant sur les remontées capillaires. L'idée, c'est de voir exactement ce qu'elles sont, parce que c'est un problème qui est récurrent. Oui. Et donc, je vais vous demander, Sonia, une définition. C'est quoi les remontées capillaires? Les remontées capillaires, c'est tout simplement le transfert de l'eau du sol vers le mur qui est en contact avec le terrain. Donc ce transfert en fait d'eau, il se fait via le réseau des pores de la maçonnerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1950, toutes les constructions ont été conçues avec ce qu'on appelle une rupture de capillarité pour justement éviter ce phénomène d'ascension, d'humidité ascensionnelle. Mais tous les bâtiments qui ont été construits avant, ce qu'on appelle le bâti ancien, qui représente à peu près un tiers du parc français, on n'est pas pourvu. Mais ce n'est pas problématique en fait. Faut bien comprendre que la présence d'eau dans le bâti ancien n'est pas problématique. Le bâti ancien sait très bien gérer l'eau. On voit, il y a une petite photo là à l'image. Ça rentre, ça circule et ça s'évapore. La problématique, elle apparaît à partir du moment où justement cette circulation ne se fait plus naturellement et l'eau ne peut plus s'évacuer. C'est là où on crée de la pathologie. C'est là où on crée de la pathologie, ouais. C'est le réflexe d'étancher, comme on disait tout à l'heure. Oui. C'est les exemples qu'on a tous d'enduits ciment sur une maison par exemple, construite avant les années 50. Si vous venez mettre un enduit imperméable comme un enduit qui est fortement chargé en ciment, justement, vous évitez, vous bloquez l'évacuation de l'eau. Voilà, et un risque de remontée capillaire, donc, je dis peut-être une bêtise, vous me le dites si je dis une bêtise, avec un enduit ciment ou pas? Ah bah oui, complètement, parce que l'eau, en fait, comme elle ne peut pas s'évaporer, elle va remonter encore plus, et du coup, ça ne fait qu'aggraver, accentuer le problème. Ouais. D'accord. Cyril, est-ce que vous voulez compléter un petit peu? Quand on a préparé, vous m'avez parlé d'humidité hygroscopique. Oui. De quoi s'agit-il? En fait, voilà, il y a l'humidité ascensionnelle, qui est justement le transfert d'évaporation d'eau, et l'hygroscopique, c'est la présence de sels dans le mur, qui sont cristallisés. Et lorsqu'on a une humidité à l'extérieur qui va monter à plus de 75%, eh bien, il se liquéfie. Et il va faire des taches. Donc, en période hivernale, on aura des taches sur sa maison qui, au printemps, disparaissent. Donc, c'est un phénomène ponctuel. Mais pas une remontée capillaire, alors? Et non. Ça y ressemble, et ça n'en est pas. Donc, les spécialistes utilisent une bombe à carbure pour pouvoir évaluer justement si c'est l'une ou l'autre. En général, on voit bien l'été, les remontées ascensionnelles, elles demeurent. Elles demeurent, on a quand même la marque. Puis vous avez ce blanc qui ressort sur l'hygroscopie, on l'a beaucoup moins. Mais on peut l'avoir, mais beaucoup moins.
Il y a une question, mais je la poserai tout à l'heure. On va rester un petit peu sur les remontées capillaires. Je vais vous demander à quoi ça ressemble. Je crois que vous nous avez apporté quelques photos. Oui, j'ai quelques photos. Bah, visuellement, c'est assez facilement dit, hein. reconnaissable, hein. C'est des taches en fait d'humidité qui peuvent monter à différentes hauteurs, hein, 30-40 cm, mais ça peut monter bien plus haut, hein, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre et demi. Et en fait, cette hauteur, elle est variable et elle varie selon la saison, l'orientation de la façade. Mais voilà, c'est facilement reconnaissable. Là, voilà, c'est un cas. Bon, là, c'est 2 supports différents, 2 maisons différentes, mais là, on le voit bien, hein, sur la photo de droite, des belles Oui. remontées d'humidité. Et j'aime bien la photo de droite avec le colombage, puisqu'on voit bien qu'il y a un goudron. Ouais. Donc l'humidité est prisonnière. Hein. Sur le schéma de tout à l'heure, on voyait l'eau qui partait par la terre qui rentrait dans le mur. Le circuit est bouclé. Donc tout remonte dans le mur. Et on voit bien les taches blanches sur la limite en haut, alors que la photo de gauche, il y a vraiment beaucoup de blanc. Là, c'est les sels minéraux, en fait. Sulfate, chlorure, nitrate, les sels qui sont essentiels à la vie, hein, dans l'eau minérale que l'on boit. Et là, ils sont en excès. Et lorsqu'ils s'évaporent et qu'ils se cristallisent, ben, vous avez cette mousse blanche, voire des cheveux. Qui apparaît comme un peu des cheveux. Donc important de pas... Hein, là, on voyait l'étanchéité du sol devant la maison. C'est aller jusque devant la maison, au pied de la maison. Ah ben, c'est une erreur. Hein, il vaut mieux laisser... difficile à expliquer dans les mairies de nos, de nos villages et de nos villes. En centre-ville, c'est compliqué. Je sais que pour ma propre maison, hein, j'ai négocié 1,50 m, hein, que j'entretiens, c'est pas évident. C'est un petit bout de... Mais j'ai aucun problème. Voilà. Et ça peut être fleuri, ça peut être joli. Exactement. D'où viennent les problèmes, ces remontées capillaires? On a déjà fait on en a déjà parlé, mais allons plus profondément. C'est quoi, un revêtement étanche? Oui, par exemple, un revêtement imperméable, comme un enduit qui est fortement chargé en ciment. Ça peut être aussi une absence de drain ou un drainage qui aura été mal réalisé. Ça peut être, du coup, là on en parlait, hein, un trottoir, un changement de l'environnement du bâti, hein, un trottoir qui a été goudronné. Et ça peut être également un bâtiment qui est dépourvu de gouttière. Donc voilà, les origines sont assez multiples. Porosité des matériaux, c'est important aussi? Porosité, c'est très important. Il n'y a pas que ça qui fait que l'eau monte, mais en tout cas, ça laisse la place aux molécules d'eau. Hein. Bon, sur des pierres tendres calcaires, on va être à 50% de porosité. Sur des briques cuites, en terre cuite, on doit être sur entre 10 et 41%, 45%. Donc on a vraiment, voilà, tout est favorable. L'eau, c'est-à-dire que si elle ne peut pas s'évaporer, qu'elle est bloquée intérieur-extérieur, elle va monter. Et elle peut monter très haut. Elle peut monter très haut. Sur l'aspect visuel, on a vu, mais il y a peut-être d'autres dégâts que les aspects visuels. Il n'y a pas que l'aspect visuel. Il peut se passer des choses à l'intérieur du mur. Est-ce que, par exemple, il y a des problèmes d'oxydation des métaux, de friabilité? Oui, oxydation de métaux, gonflement de bois. Dans les cas les plus sévères, on voit carrément des pierres qui tombent, hein, sur des supports pierres parce que vous avez les joints qui sont complètement désagrégés. Et attention surtout aux supports les plus fragiles, hein, comme les supports pierres ou pisés, hein, les supports en terre qui sont du coup les plus impactés par ces problèmes d'humidité. Ouais. Donc, je vais vous poser maintenant les questions, hein, enfin une question, puis la deuxième, je la garde pour la suite. Un problème de condensation. Pour un problème de condensation, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez d'une centrale de traitement d'air? Une centrale de traitement d'air, c'est une bonne solution. Je préfère la ventilation naturelle, hein, puisque lorsqu'on met quelque chose comme des maisons qui ont des unités modernes, on a une VMC double flux qui contrôle... C'est bien, mais est-ce que l'électricité s'arrête, vous vous retrouvez avec 40 cm de buée sur les fenêtres. Donc une maison du bâti ancien, il faut quand même qu'elle respire par elle-même. Elle peut être aidée par une petite VMC, c'est bien, mais vraiment, il faut qu'elle respire par elle-même. Elle est prévue, elle est conçue pour ça en tout cas. D'accord. Donc on me pose une question sur sur les solutions et sur les inverseurs de polarité, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant avec vous, Cyril, c'est les solutions. Et puis après, on s'attardera sur 2 solutions. Donc, les solutions. Dites-nous déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Enfin, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs familles. Oui, il y a des solutions. Bon, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'elles soient adaptées à la pathologie et puis il faut qu'on puisse les réaliser. Déjà, un drainage, par exemple, périphérique, hein, ou une dalle respirante. Là, il faut quand même pouvoir, sur le terrain, accéder pour pouvoir faire les travaux de VRD, quoi. Donc, on a cette solution de drainage. Après, vous avez... drainage bien fait, attention. Ah oui, il faut que le drainage respecte le DTU 20.1, hein, drainage et périphérie. C'est essentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il n'y a pas une membrane qui vient couper la capillarité, ça ne sert strictement à rien.
Voilà, il faut faire des travaux qui ont un sens. Hein. Voilà, c'est ça. Et souvent, les maçons faisaient des drains en disant « mais non, ça va canaliser, vous inquiétez pas ». En fait, non, ça attire l'eau et ça le ramène encore plus dans les murs. Après, vous avez les siphons atmosphériques, donc c'est quelque chose qui se fait plus trop, mais qui existe. Par contre, là, c'est quand même un peu destructeur pour le bâtiment. Hein. On fait des carottages. Et avec la pression atmosphérique, on a des petits siphons qui font des sortes de grilles en PVC en façade extérieure, qui ont une mèche et qui vont assécher le mur. Bon, ça fonctionne, mais c'est quand même quelque chose de destructeur. C'est destructeur et lourd. Oui, voilà. C'est quand même lourd à mettre en place. C'est une vieille solution, mais il y en a une autre aussi qui est vieille, qui se fait plus trop. C'est la rupture physique. Hein. On va faire une coupure physique. C'est un peu barbare, mais bon, ça se faisait. Hein. Ça disquait le mur et venir intégrer une plaque de métal inoxydable ou un mortier hydrophobe. Ça, c'est des choses qu'on voit de moins en moins. Qu'on voit de moins en moins. J'ai des photos en formation où on voit des chantiers. Hein, même moi, j'y croyais pas, mais si on faisait une rupture physique. Voilà, les architectes trouvaient qu'à l'époque... Et après, on va aller sur les solutions dans l'inverseur de polarité. En gros, sans rentrer dans le détail, hein, on va dire que ça fonctionne comme une pile. On a une pression négative, c'est-à-dire que le sol va être en moins et le mur est en plus. Donc, c'est ce qui fait aussi le phénomène porosité et aussi le phénomène de pression négative qui va faire monter l'eau plus haut, hein, comme les arbres. Les arbres, ils fonctionnent avec la pression atmosphérique sur 10 mètres. Au-dessus de 10 mètres, c'est la pression négative. C'est-à-dire que les molécules d'eau vont aller dans la porosité et sont attirées par le positif, comme une pile. Donc, vous avez l'électro-osmose qui existe depuis longtemps, active et forèse. Le principe est simple, hein, c'est un électrode qui va être mis sur la façade, un conducteur isolé, un câble qui va dans un piquet au sol. Ça, c'est branché sur l'électricité. Vous enlevez l'électricité, l'assèchement s'arrête. Si vous laissez l'électricité, ça fonctionne très bien. Il faut que ce soit en permanence branché. Et vous avez l'électro-osmose forèse. C'est le même principe, sauf qu'on va venir sceller les électrodes dans le mur avec un produit dit de forèse, qui contient des produits hydrophobes et des particules métalliques. Et au bout de 16 mois à 2 ans, on peut couper l'électricité. Et le système fonctionne, la maison est asséchée pour une durée... Voilà, dans le temps, il n'y a plus de problème. Et la question donc, de notre internaute, c'était qu'est-ce que vous en pensez Alors, je suis partagé, mais je connais des cas de figure où ça a très bien fonctionné, parce que vous avez deux sortes d'inverseurs de polarité. Celui qui se branche sur une prise, on est un peu dans l'électro-osmose, et celui qui est autonome. Il peut se mettre dans un mur, vous cloisonnez le mur, il est à l'intérieur, il est censé fonctionner. Donc, j'ai des cas de figure sur des petits bâtiments patrimoniaux par des mairies qui ont été faits où ça a fonctionné. Et des particuliers ou des amis chez qui non, ils ont dit mais moi c'est pas possible, ça fonctionne pas. Il faut savoir qu'un inverseur de polarité c'est 1 par pièce. Donc ça dépend de la taille de pièce, ça dépend de la quantité de problèmes. Est-ce que c'est toute la maison? Ça a un coût, mais après je suis partagé. Vous êtes partagé, oui. En fait, oui, il faut vraiment. Je ne voilà. mettrai pas en avant. Vous n'y mettriez pas toutes vos billes. Voilà, je dis pas que ça marche pas, mais j'ai du plus et du moins. Donc, ouais. Sonia? Oui, non, c'est assez complet. C'est assez complet. Je pense qu'on a vu un peu toutes les solutions. S'il y a l'installation d'un boîtier électromagnétique, de quoi s'agit-il? C'est ça, c'est un inverseur de polarité, donc je dis une bêtise. Électromagnétique, c'est le modèle qui se branche. C'est le modèle qui se branche. Voilà, l'inverseur de polarité est autonome, c'est une histoire de vocabulaire. Voilà. En réalité, on n'a pas vu toutes les solutions, parce qu'il y en a deux, en fait, hein, que vous mettez en avant, qui vous semblent importantes. C'est les enduits d'assainissement et l'injection. L'idée, c'est de voir, on va rentrer un petit peu dans ces solutions, et puis de voir quelles sont leurs spécificités. Sonia, d'abord l'injection, qu'est-ce que c'est? Alors, les produits d'injection, effectivement, font partie des solutions possibles pour justement traiter le cas des remontées capillaires. En fait, c'est un produit qu'on injecte dans la maçonnerie. C'est un produit qui va hydrofuger les pores de la maçonnerie de sorte à créer une espèce de barrière pour stopper en fait les remontées capillaires. Vous en avez de différentes natures sur le marché. Vous avez des produits à base de silane, siloxane, siliconate, stéréate. On sait aujourd'hui qu'il y en a qui ne sont plus utilisés parce que leur efficacité s'est avérée plutôt limitée, mais il y en a d'autres, comme les bases silane ou siloxane, qui sont très efficaces. Donc c'est des produits qui s'utilisent, qui sont mis en œuvre soit par gravité, soit par injection, et qu'on peut retrouver sous format gel ou crème. D'accord, c'est des crèmes ou des gels. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment venir bloquer l'humidité. Comment ça... Oui, alors en fait, on a un petit tuto, petite vidéo qu'on a apportée. Vous allez nous expliquer.
Si on veut bien passer la petite vidéo qui Voilà. passe, je ne la vois pas. Elle va arriver, elle va arriver. Donc là, effectivement, le but, c'est de forer, en fait, de percer des trous, des trous de 10 à 12 mm de diamètre, espacés de 12 cm maximum. Et ensuite, on vient, donc là, c'est notre paracrème STH, c'est notre produit à base silane qu'on propose dans notre gamme Patrimoine, qui est un kit vraiment complet de mise en œuvre. Vous avez tout à l'intérieur. Donc c'est assez simple en termes de mise en œuvre. Donc vous installez la poche dans le petit pistolet. Et on vient en fait, voilà, appliquer le produit progressivement dans les trous qu'on a préalablement forés. Il faut bien remplir chaque trou. Donc quand on est sur des murs d'épaisseur, de grosse épaisseur, plus de 40 cm, et c'est généralement le cas en bâti ancien, ce qu'on préconise, c'est d'intervenir en extérieur et en intérieur. On fait les trous vraiment sur la même ligne horizontale, on les fait en décalé, pour pas que les trous se rejoignent, et on traite des deux côtés. Donc là, on a un produit qui est totalement inodore pour notre produit, le paracrème STH, donc qui peut tout à fait être utilisé en intérieur. Cyril, ça marche un peu comme la barrière physique dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Oui, tout à fait. C'est la version moderne de la barrière physique où on mettait une feuille d'acier inoxydable. Ça fonctionne très bien. Après, c'est exactement ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut adapter. Les injections de résine, on va les faire quand on n'a pas le choix. Parce qu'on a des grandes remontées, parce que voilà, il faut quelque chose d'efficace. On a un trottoir en goudron. Voilà, la maison va vraiment s'abîmer. Donc là, on peut faire l'injection et c'est vraiment efficace. La maison s'assèche. En fait, on crée la barrière. Comment ça se passe? Le produit se répartit dans le mur? Oui. Il se diffuse? En fait, il se diffuse à travers les pores de la maçonnerie. Et c'est très efficace. Nous, c'est vrai que quand on avait découvert, quand on a formulé ce produit, on était un peu dubitatif sur l'aspect un peu crème. On s'est dit, mais comment il va réussir à se diffuser? En fait, il se diffuse très bien par capillarité et ça fonctionne très bien. Donc, c'est un produit qu'on a retravaillé pour qu'il soit justement composition phase aqueuse. Il a très peu d'émissions de COV. On est sur un produit qui n'a pratiquement pas d'odeur, qui est en crème. Donc, tout ça a fait que, et son efficacité est au moins 2 fois plus efficace que le produit qu'on avait antérieurement. C'est vraiment quelque chose de... Même nous, on a été surpris sur les essais qu'on a fait. Sur les essais que vous avez fait, une grosse efficacité. Oui. Et on est vraiment sur la barrière. Qui est-ce qui le met en œuvre? C'est le maçon? C'est moi? Ça peut être l'artisan, le maçon, comme ça peut être le gros bricoleur, le particulier qui, voilà, vous voyez, le format, c'est un kit complet de mise en œuvre. C'est assez facilement, c'est une mise en œuvre qui est assez simple quand même, à partir du moment où, voilà, on bricole quand même un petit peu. Voilà. Il faut respecter, voilà, les préconisations sont simples, c'est 15 à 20 cm de haut sur 10 à 12 cm d'espacement. Ouais. On respecte ça, on dépoussière bien. On va être sur le mur qui a la pathologie, peut-être 2 murs. On le fait correctement, il faut laisser sécher 7 jours. Il n'y a rien de très compliqué. Ça se diffuse, il n'y a rien de très compliqué. On ne vient pas couper à la meuleuse le mur pour y mettre une feuille. On ne détruit pas, on n'abîme pas. On peut après reboucher les joints sur des joints de pierre, refaire un enduit. On a quelque chose quand même qui ne se verra pas. Et sur les centres-villes, sur des maisons, c'est une solution qui est vraiment adaptée. Vraiment adaptée à ces soucis-là. On va parler maintenant des enduits d'assainissement avec vous, Sonia. Ça, c'est une autre solution. Oui, alors les enduits d'assainissement, ça va être plutôt du curatif. C'est des enduits qui vont permettre de guérir un petit peu les symptômes qui sont liés à l'humidité ascensionnelle. C'est des produits en fait qui sont spécialement formulés et développés pour réparer toutes les maçonneries qui ont été fragilisées et détériorées par cette pathologie. Et en fait, c'est des enduits qui ont une porosité assez élevée. Et c'est justement leur structure porométrique qui va permettre d'augmenter l'évaporation tout en piégeant les sels qui sont contenus dans l'eau. Et le tout sans endommager la structure. Donc en fait, c'est des enduits qui ont une teneur en air occlus. Donc il faut imaginer plein de petites bulles d'air qui viennent emprisonner les sels. Donc plus un enduit d'assainissement est chargé en air occlus, plus sa capacité à emprisonner les sels va être forte, plus il sera efficace. Et c'est le cas notamment nous de notre produit. On a un enduit d'assainissement qui fait partie de notre gamme Patrimoine, qui est le Parlumière STH, qui est aujourd'hui l'enduit d'assainissement le plus chargé en air occlus du marché. On est à 29,5 et qui s'applique tout simplement comme un enduit classique à la chaux qu'on projette.
par le maçon également. Tout à fait. Cyril, sur ces enduits, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Comment ça marche vraiment? Enfin, quel est le principe physique? Le principe de ces enduits, c'est qu'on peut les appliquer sur les murs qui sont encore humides. Voilà, ils ont cette capacité à pouvoir accrocher et assainir. Voilà, l'idéal, bien sûr, c'est de les sécher chez le bâtiment, mais des fois, on ne peut pas, ou on voit l'humidité qui va rester. Par exemple, on a un refus d'injection de résine. Donc là, ça va être cet enduit un peu sacrificiel, hein, une durée de vie entre 5 et 15 ans. 5 ans dans un cas vraiment critique, 15 ou 20 ans avec le duo avec l'injection, ou sur un mur qui a été séché. Mais sa capacité à emprisonner les sels, c'est vraiment impressionnant. En fait, il faut imaginer une molécule. On a des petits tubes, des bulles, des petits tubes, des bulles, et les sels sont prisonniers dans ces bulles. Alors, vous nous avez, excusez-moi, j'accélère un petit peu parce que le temps passe. Oui, oui. Vous nous avez apporté un petit tuto, une petite vidéo. Oui. Est-ce que vous pouvez, on va la passer là, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Oui, tout à fait. Donc c'est un produit qui s'applique en soubassement. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est de l'appliquer, de monter jusqu'à 1 mètre au-dessus des traces d'humidité. Donc si on a des traces d'humidité à 40 cm, on préconise de monter jusqu'à 1,40 m. Et ensuite, on vient le projeter tout simplement comme un enduit classique à projeter. Après, on a deux possibilités. Ça va beaucoup trop vite. On a deux possibilités. On va le repasser si c'est possible. Mais c'est pas grave. Hein. On a deux possibilités. Soit on le taloche et on peut le laisser nu. Nous, on propose ce produit en 2 teintes, blanc et gris. Ou bien on peut venir le dresser et le serrer à la règle pour ensuite mettre un enduit de parement par-dessus. Voilà, donc il y a deux solutions, quoi. Il y a la solution de laisser à l'état brut ou de le recouvrir avec quelque chose de joli. Oui. Est-ce que c'est ces deux solutions qu'on a vues, est-ce qu'elles sont compatibles entre elles? Oui, enfin, c'est des solutions qu'on peut utiliser en duo ou des solutions qu'on peut utiliser séparément. Comme je le disais tout à l'heure, les solutions d'injection, ça va être plutôt... les enduits d'assainissement, ça va être plutôt du curatif. C'est pour traiter une maçonnerie qui aura été abîmée, fragilisée par les remontées capillaires, par les sels et les salpêtres. L'enduit, enfin les produits d'injection, ça va être plutôt soit du préventif, soit du curatif. Donc ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Parfois, on a le cas où on utilise les deux produits. Parfois, on va juste privilégier l'enduit d'assainissement. Je vois une question sur le paracrème. On me demande, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier qu'il est bien déposé? Du moment que les espacements, la longueur de perforation a été respectée, bien dépoussiérée et remplie comme sur la vidéo tout à l'heure, au bout de 7 jours, vous avez le résultat. Nous, on a pu le démontrer sur des tests internes. Il faut bien faire attention vraiment à la profondeur de perçage. C'est 90% d'épaisseur du mur. Bien remplir et retirer progressivement du coup la petite canule. Et normalement, quand on peut intervenir en intérieur et extérieur, et normalement, effectivement, il n'y a aucun souci parce qu'une fois que vous avez recouvert les trous, après, difficile de dire si ça a été bien mis en œuvre. Voilà, le résultat dépendra de la mise en œuvre. C'est ça. Si c'est bien respecté. Ça, c'est valable pour tous les produits du bâtiment. Oui, non, oui. Mais oui. C'est pour répondre à la question. Par contre, je voulais rebondir sur le STH. Quelque chose que pas beaucoup de monde sait. Souvent, dans les bâtiments anciens, on a des sous-bassements. Ces sous-bassements, les maçons les faisaient pour une bonne raison. C'était pour justement résister aux remontées d'humidité ascensionnelle. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a maintenant. Et c'était une partie sacrificielle. Le débord servait justement à être tranché, à pouvoir être détruit, laissé sécher et refaire un sous-bassement. Donc le STH, on va dire que dans les règles du savoir-faire, puisque normalement les enduits chauds ne vont pas au contact du sol, et tout à l'heure on a vu sur le tuto que le STH va au contact du sol, c'est justement parce qu'il est conçu pour. Donc dans l'idée, le bâti ancien avec des enduits, sur 1 mètre 80 cm, on devrait avoir normalement du STH en protection. Une autre question sur la composition du produit injecté. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sans révéler votre recette. C'est quoi? Quelle est la chimie de ce produit? C'est une base silane. Voilà, en phase aqueuse, qui a une forte concentration de matière active. Oui. Voilà ce qu'on peut dévoiler sans forcément aller jusqu'au bout. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'a peu d'odeur. Et lorsqu'on bascule à l'intérieur, c'est vraiment important. Parce que les produits, généralement, dégagent une forte odeur. Celui-là, vraiment, on a voulu la formulation agréable et en faible émission. Après, vous dire ce qu'il y a dedans exactement, on sait que ça fonctionne très bien. Ça reste des résines quand même, polymères. D'accord. Il y a des questions sur le coût de ces solutions, mais avant, je voudrais que vous me disiez si elles sont adaptées aux bâtis anciens.
Et, enfin, non, excusez-moi, ils sont forcément adaptés aux bâtis anciens, si elles sont adaptées aux bâtiments et monuments historiques. En gros, est-ce que les architectes des bâtiments de France les acceptent? Alors, concernant notre enduit d'assainissement, donc le par-lumière STH, c'est un produit qui existe depuis de nombreuses années. Toi qui es là depuis plus longtemps que moi, il doit bien avoir il y a plus de 20 ans, voilà, ce produit. une vingtaine d'années. Donc, on a énormément de recul aujourd'hui d'expérience sur ce produit. On a déjà fait des bâtiments qui sont classés avec ce produit. Moi, je sais avec le recul que c'est un produit qui est apprécié par nos clients et par les architectes avec lesquels on travaille. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est un produit qu'on a fait tester par le LRMH, donc le laboratoire de recherche des monuments historiques, avec qui on collabore assez régulièrement pour faire tester nos produits. Et ce produit fait partie des produits tests qu'on a fait tester. Donc c'était une étude en fait menée sur les salines de Dieuze, où un certain nombre d'enduits d'assainissement du marché ont été testés. Et le nôtre a été également testé et évalué favorablement. Donc c'est une caution LRMH qu'on met en avant pour rassurer les nouveaux clients ou les nouveaux architectes. Mais c'est un produit qui est complètement aujourd'hui, qui est accepté, qui est connu et reconnu. Voilà, et le laboratoire des monuments historiques à Champs-sur-Marne qui l'accepte en tant que tel, quoi, Tout à fait. comme une solution pour régler des problèmes d'humidité. Beaucoup de questions. Il y a des questions sur le coût. On les fera en dernier. Il y a une question sur... Alors, peut-on appliquer l'enduit manuellement si je n'ai pas de machine? Aucun problème. Pour l'enduit d'assainissement? Oui. Oui. Aucun problème. Je peux le... C'est 2 cm minimum. Hein. 2 cm minimum, mais je peux le faire à la main sans machine. Aucun problème. Le produit Paracrème est-il efficace sur un mur mitoyen en ville, par exemple, et accessible que sur une seule face? Ça va dépendre de son épaisseur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça va dépendre de son épaisseur, mais si donc, le problème est mitoyen, c'est bien d'essayer de convaincre le voisin, au moins d'avoir un accès chez lui. Pourquoi pas lui proposer, voilà, je fais le traitement. Parce que si j'ai ce problème d'humidité, le voisin, il a peut-être le même problème d'humidité. Oui. Certainement. Certainement. Et si ça lui coûte pas, de niveau pécunier, je pense que le voisin ne dira pas non pour un accès. D'accord. En gros, c'est 40 cm, hein, si j'ai bien compris. C'est au-delà de 40 cm, il faut traiter les deux côtés. La canule fait 40, je crois, du kit. Oui. Donc vous êtes limité sur 40, c'est bien de faire de l'autre côté. C'est vraiment là que c'est efficace, oui. C'est vraiment là que c'est efficace. On en vient au coût des solutions. Deux questions. Quel est le coût de ces solutions? On va parler uniquement des solutions que vous proposez. Hein. Les autres solutions, je ne sais pas si vous voulez en parler sur les... Elles ont un certain coût. Après, vous dire le coût exact, faut faire des devis. Hein. On trouve les informations sur Internet, je pense, pour évaluer. Mais sur vos solutions à vous, alors je sais que c'est pas facile de donner des fourchettes, des estimations en fonction des entreprises qui interviennent ou pas. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des coûts sur les deux solutions? Je vais laisser Sonia. C'est moi qui parle argent. Voilà, c'est Sonia qui parle. Technique, facile. Voilà. Je dirais que sur la partie donc l'enduit d'assainissement, au mètre carré, on sera à peu près entre 30 et 40 euros du mètre carré. Je pense que là, on n'est pas trop éloigné de la vérité. En fourniture et pose? Oui, en fourniture et pose. Et pour ce qui est de l'injection, c'est plus cher. Je pense que c'est 2,5 fois, 3 fois plus cher qu'un enduit d'assainissement. Ouais. D'accord. Donc, il faut réfléchir en fonction, évidemment, de ce qu'on a comme, comme problème, comme problématique. Oui, c'est du cas par cas. Ouais. Je repose une question justement sur comment choisir entre les deux. Est-ce que... C'est une très bonne question. Alors, moi je dirais, c'est simple en fait. Si on a un bas de mur, on récupère une maison avec un bas de mur qui est quand même abîmé, qui a tendance à être humide l'hiver, par-lumière STH est adapté. Si on se retrouve sur la face d'une maison côté rue par exemple, où on a un problème récurrent d'eau et on voit bien que le mur est imprégné, on se ressent à l'intérieur, il faut passer à l'injection. Ce serait bien de mettre les deux, à la limite, finir par 80 cm ou 1 mètre de par-lumière STH, mais l'injection à ce moment-là, voilà. Sinon le par-lumière STH, ça sera temporaire. À un moment donné, il a ses limites. Il va assainir, il est là pour ça, mais si on ne va pas un peu plus profond sur un cas un peu plus poussé d'humidité, elle va revenir. Elle va revenir, donc attention. J'ai une dernière question et il nous reste un petit peu de temps. Souci de condensation d'un bâti enterré, cave de grand volume, plus de 60 mètres carrés en centre-ville. À part la ventilation, est-ce que j'ai d'autres solutions? Si je comprends bien la question. Cave enterrée.
J'ai eu le cas, dans une cave, déjà, faut pas qu'il y ait d'enduit imperméable sur les parois. Souvent, les gens voient de l'humidité, alors ils vont venir... On en revient au premier allez, réflexe. Hop là, ils vont venir enduire avec du ciment les murs pour se dire, je vais bloquer. Donc s'il y a un enduit au ciment, je commence par l'enlever. Oui, déjà, libérer les murs. Et dans ce cas de figure, une dalle respirante, à mon avis, à mon sens, soit un drainage, soit une dalle respirante, avec une sortie et une entrée à l'extérieur. Voilà. Ça va faire respirer le sol, l'eau va s'évaporer, va sortir à l'extérieur. Parce qu'elle est quand même prisonnière en dessous du sol, hein, l'eau. Et si les murs, malgré ça, on reste avec des murs humides, ils restent par lumière STH. Voilà, c'est-à-dire que lui, très bien, c'est la question que j'allais vous poser, voilà. On peut très bien mettre l'enduit. Ce sera un moindre coût. Ce sera un moindre coût. Oui. Mais de toute façon, vérifiez d'abord si tout a été étanché, enfin s'il y a un problème d'étanchement. Il faut enlever ce qui empêche de respirer. Hein. Par lumière STH, dans un premier temps, ça peut déjà être la bonne solution. Voilà. Okay. Merci. On va arriver au terme de cet échange et puis je voudrais vous demander à tous les deux une petite conclusion sur ce qu'on vient de se dire. C'est Sonia qui commence, c'est Cyril. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en forme de conclusion? Alors moi je dirais que sur ce sujet qui est complexe, on a essayé d'en parler, de le développer. Je trouve que sur un peu de temps qu'on avait, on s'est bien débrouillé. On a fait ce qu'on... Ça donne des directions à chacun et chacune. Voilà, c'est l'identification. Voilà, c'est surtout ça. Mon problème, j'en ai un. Il faut que j'identifie, je prends le temps, je fais venir les gens qu'il faut, je trouve vraiment mon problème. Et là, après, je peux lancer une solution, je choisis parmi les solutions qui existent, et dans les solutions que j'ai données, même celles qui ne sont pas les nôtres, elles sont efficaces, hein, je les ai vérifiées. Hein. Donc là, ça va être un choix après de budget et de grandeur de problème. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. L'humidité, ça demande un temps de réflexion, plusieurs devis, entreprises spécialisées, et là, on se lance. D'accord. Oui, parce qu'il ne faut pas penser que les phénomènes, les problématiques d'humidité disparaissent. Souvent en été, quand du coup on est moins confronté à cette problématique, on se dit ah bah ça y est, c'est bon, j'ai plus de soucis. Non, c'est pas un problème qui disparaît par lui-même. Et plus tôt on interviendra, moins la facture sera salée, je pense. Donc effectivement, c'est le diagnostic important et la réactivité aussi est importante. Diagnostic, réactivité, attention, méfions-nous de nos réflexes. Oui. Et ensuite, sur votre conclusion à vous, Sonia, sur ce qu'on vient de se dire. Non, mais c'est une problématique qui est assez complexe. Il faut savoir que c'est vraiment la problématique numéro 1 qu'on rencontre sur le bâti ancien. C'est une pathologie malheureusement qui est très répandue. Et encore une fois, ça ne vient pas du bâti ancien. Le bâti ancien, il est conçu en fait pour gérer la circulation, le transit de l'eau, puisqu'il est construit avec des matériaux qui sont perméables, capillaires, respirants, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est l'intervention de l'homme quand on vient un petit peu perturber ce fonctionnement naturel. C'est là qu'on crée de la pathologie. Donc attention, avant même de parler de problèmes d'humidité, quand on vient intervenir sur un bâti ancien, quand on veut refaire une façade ou qu'on veut apporter une correction thermique par exemple, attention aux matériaux qu'on va choisir, à la mise en œuvre qu'on va choisir, parce que c'est là qu'on risque de créer tout seul des pathologies. Voilà, parce qu'on a vu ces belles taches grises sur les murs. Tout à fait. Écoutez, merci. J'ai trouvé que c'était très instructif vraiment, je pense qu'on a tous eu un éclairage particulier. Puis j'imagine que si on veut en savoir plus, on vient vous le voir. On vous écrit. Il y a tout ce qui. On a un service technique. Vous avez un service technique à disposition qui pourra donner les conseils qui sont nécessaires. Voilà. On a cette force chez nous d'avoir le service technique. Je le mets en avant parce que c'est des gens qui sont vraiment compétents sur tous nos produits. Voilà, donc ils vont avoir un nombre d'appels incroyable aujourd'hui. Ils vont vous remercier. Merci à toutes et à tous donc d'avoir regardé ce webinaire. Merci pour vos questions. Merci à vous deux. Et puis, évidemment, on peut retrouver ce webinaire en replay. Si vous voulez vous regarder tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ce sera en ligne sur le site du Moniteur bientôt. Et puis, vous pouvez également noter que demain, nous aurons un autre webinaire avec Sika. Et là, nous parlerons de toiture terrasse et de l'intérêt de la toiture terrasse pour régler certains problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Voilà, un peu de teasing. Merci à vous. Stéphane, merci et à bientôt à toutes et à tous et à demain.